Chunk 1. Tom Cruise était autrefois le chouchou d'Hollywood. Un sourire parfait, un visage parfait, une vie parfaite. Mais quelque chose a commencé à changer. En février 2025, les fans ont remarqué que son visage avait l'air gonflé et étiré lors d'une publicité du Super Bowl. Quelques minutes auparavant, il avait l'air normal dans une bande-annonce de film. Un chirurgien plasticien a déclaré qu'il semblait que trop d'injections avaient complètement changé sa mâchoire. Puis, en juillet, un animateur britannique a fait une comparaison brutale. Il a dit que le visage de Tom ressemblait maintenant à de la pâte à modeler Play-Doh. La question est maintenant de savoir ce qui est arrivé à l'homme dont des millions de personnes sont tombées amoureuses. Tom Cruise est né le 3 juillet 1962 à Syracuse, dans l'État de New York. Mais dès le début, sa vie a été remplie de peur et de changements constants. Son père, un ingénieur électricien nommé Thomas Matter Tyre, avait un tempérament terrible. Il explosait souvent de colère sans raison. Tom l'a un jour qualifié de marchand de chaos. Ce n'était pas que des cris, il était violent. Et ils ne sont jamais restés longtemps au même endroit. À l'âge de 14 ans, Tom avait déjà fréquenté 15 écoles différentes. Un mois, il était au Canada, le suivant au Kentucky ou dans le New Jersey. Chaque fois qu'il se faisait un ami, il devait partir. Ce genre de vie la laissait toujours sur les nerfs. Il ne se sentait jamais en sécurité. Mais cela lui a aussi appris à s'adapter rapidement, ce qui l'aiderait plus tard à Hollywood. En 1969, alors qu'il n'avait que 7 ans, ses professeurs ont remarqué qu'il ne savait pas bien lire. Ils ont dit qu'il était intelligent, mais que quelque chose n'allait pas. Après quelques tests, ils ont découvert qu'il souffrait d'une grave dyslexie. Pour Tom, les lettres ne restaient pas immobiles sur la page. Elles bougeaient et n'avaient pas de sens. Les enfants à l'école l'insultaient. Certains professeurs étaient frustrés avec lui. Chunk 2. Mais au lieu d'abandonner, Tom a trouvé une autre solution. Il a commencé à apprendre en écoutant. Il demandait à des gens de lui lire des scripts encore et encore. C'est ainsi qu'il mémorisait chaque mot. Pas seulement ses répliques, mais celles de tout le monde aussi. Ce qui a commencé comme une lutte douloureuse a fini par devenir l'une de ses plus grandes forces. En 1974, alors que Tom avait 12 ans, sa mère, Mary Lee, a finalement fait un choix courageux. Elle a quitté son mari violent. Elle a emballé les enfants et est partie avec presque rien. Soudain, elle s'est retrouvée mère célibataire, élevant 4 enfants sans argent et sans compétences professionnelles. Elle a travaillé sans relâche, en tant que serveuse, en faisant le ménage, en faisant tout ce qu'elle pouvait. Parfois, elle travaillait 16 heures par jour. Il déménageait d'un endroit à l'autre, toujours à la recherche d'un loyer moins cher. En voyant sa mère lutter, Tom savait qu'il devait l'aider. Il tondait les pelouses, distribuait les journaux, tout pour quelques dollars. Chaque centime allait à sa mère. Cette période lui a appris la valeur du travail acharné et à quel point il voulait avoir le contrôle de son propre avenir. En 1976, alors qu'il avait 14 ans, quelque chose de surprenant s'est produit. Tom a dit à sa famille qu'il voulait devenir prêtre. Il s'est inscrit dans un séminaire catholique dans l'Ohio et a suivi un emploi du temps strict, des prières matinales, des cours de latin, des rituels religieux. Les professeurs le considéraient comme sérieux et dévoué. Mais cela n'a pas duré. Un soir, Tom et quelques autres garçons se sont introduits dans la cave à vin et ont bu le vin de communion. Ils se sont fait prendre. Et Tom a été expulsé. Il a dit plus tard que cette expérience lui avait fait comprendre qu'il n'était pas fait pour cette vie. Il n'était pas fait pour suivre les règles. Il était fait pour jouer. En 1978, la vie de Tom a commencé à se stabiliser. Sa mère a épousé Jack South, un vendeur de peinture qui traitait Tom avec gentillesse. Chunk 3. Ils ont déménagé à Glen Ridge, dans le New Jersey. Pour la première fois, Tom avait un foyer stable, une école stable et quelqu'un qui le soutenait. Il a rejoint l'équipe de lutte, mais une blessure au genou a mis fin à ce rêve. Un jour, son professeur d'art dramatique lui a demandé de passer une audition pour la pièce de l'école.
Tom a obtenu le rôle principal dans Guys and Dolls. Soudain, quelque chose a fait tilt. Sur scène, il se sentait vivant. Il s'est donné à fond, mémorisant non seulement ses répliques, mais celles de tout le monde. Le public l'a adoré. Après cela, il a joué dans d'autres pièces et a remporté le prix d'art dramatique de l'école. Ses 18 mois dans le New Jersey ont tout changé. Jouer n'était pas qu'un simple passe-temps. C'est devenu son nouveau rêve. En 1980, juste avant d'obtenir son diplôme d'études secondaires, Tom a pris une décision qui a effrayé toute sa famille. Il a abandonné ses études et a déménagé à New York pour devenir acteur. Il n'avait que 500 $ et un sac de vêtements. Il a séjourné dans une auberge bon marché près de Times Square et a trouvé un appartement infesté de rats à Hell's Kitchen. Le loyer était de 230 $ et il travaillait comme aide-serveur pour survivre. Il mangeait des pizzas à 1 $ et des nouilles instantanées, perdant 9 kilos au cours des 3 premiers mois. Il a auditionné pour un feuilleton, mais a été rejeté parce qu'il était trop intense. Ce commentaire l'a profondément blessé. Il a changé son nom de Thomas Mather IV en Tom Cruise, espérant que cela sonnerait plus fort et plus mémorable. Puis, en 1981, il a obtenu son premier rôle au cinéma. Ce n'était que quelques secondes dans un film intitulé Endless Love. Il a allumé un feu dans une scène, a été payé 500 $ et c'est tout. Mais quelque chose dans son énergie s'est démarqué. Les gens l'ont remarqué. Le feu qu'il a allumé dans cette scène n'était pas seulement à l'écran, c'était le début de quelque chose d'énorme. En 1983, il a auditionné pour The Outsiders. Chunk 4. Il auditionnait pour le rôle de Soda Pop, mais pendant l'audition, il s'est arrêté et a dit « Ça ne marche pas pour moi ». Tout le monde a été choqué, y compris Rob Lowe. Mais ce moment a montré à quel point Tom était conscient de ses propres limites. Au lieu de forcer, il a pris un rôle plus petit, et ce petit rôle l'a aidé à se démarquer encore plus. La même année, Risky Business est sorti. Réalisé avec un petit budget de 6,2 millions de $, il a rapporté plus de 63 millions de $. La célèbre danse en sous-vêtements l'a transformé en star. Les critiques ont adoré et Tom a obtenu sa première nomination aux Golden Globes. La même année, il a fait tous les bons gestes. Tourné dans la Pennsylvanie glaciale, le temps rigoureux l'a poussé à ses limites. Mais il ne s'est pas plaint. Il a tout donné au rôle, montrant qu'il était prêt à souffrir pour l'authenticité. Cet état d'esprit le rendrait plus tard célèbre pour avoir fait ses propres cascades. En 1945, il a accepté un rôle dans Legend, réalisé par Ridley Scott. Le processus de maquillage était intense. Bien que Tom ne portait pas de prothèse lourde, il a travaillé en étroite collaboration avec une équipe qui s'occupait de la plus grande opération de maquillage de son époque. Sa co-star Tim Curry a un jour arraché ses propres prothèses par frustration, se blessant. Cela a appris à Tom à quel point les grandes aides de production pouvaient être exigeantes, et il était prêt pour ça. Puis est venue La couleur de l'argent en 1986, où Tom a travaillé aux côtés de Paul Newman et sous la direction de Martin Scorsese. Tom jouait un jeune arnaqueur de billard et s'est entraîné dur pour que cela paraisse réel. Newman a remporté un Oscar, mais Cruise a prouvé qu'il pouvait tenir tête à des légendes. La même année, Top Gun a explosé. Tom a volé dans de vrais jets F-14, atteignant des vitesses de 800. Il a subi des pertes de connaissances dues aux forces G. Il a effectué plus de 40 heures de vol et la marine a même changé ses règles pour lui. Le film a rapporté 356 millions de $ et a fait de Tom Cruise un nom mondial. Il est devenu l'acteur de moins de 25 ans le mieux payé, gagnant 2 millions de $ par film. En 1998, il a joué dans Cocktail, qui a rapporté 171 millions de $. Tom a appris de vrais tours de barman, s'est entraîné pendant des mois et a cassé 47 bouteilles à l'entraînement. Chunk 5. La même année, Rain Man est sorti. Tom a improvisé une scène clé après avoir découvert que son vrai père l'avait abandonné à 12 ans.
Dustin Hoffman a été stupéfait par son jeu d'acteur et le film a remporté 4 Oscars. Tom a accepté un accord qui lui donnait une part des bénéfices. Il a fini par gagner 15 millions de dollars. En 1989, Tom s'est surpassé dans Né un 4 juillet. Il a vécu dans un fauteuil roulant pendant des mois, a perdu 16 kilos et a rencontré des dizaines de vétérans du Vietnam pour comprendre leur douleur. Il s'est même coupé la main pendant le tournage et a continué à jouer avec du vrai sang apparent. Il a donné 3 millions de dollars de son salaire à des associations d'anciens combattants. La même année, il a ouvert sa propre société de production avec Paula Wagner. Il a investi 2 millions de dollars et a commencé à produire Jour de tonnerre. Il a réécrit des scénarios, choisi des acteurs et a insisté pour des effets pratiques, dépensant même des millions pour filmer de véritables accidents de NASCAR. En un an seulement, sa société a conclu des accords de 50 millions de dollars avec des studios. Mais, Né. Un 4 juillet a également suscité des réactions négatives. De nombreux anciens combattants ont protesté contre le film, contrarié que Cruise n'ait jamais servi. Certains ont même jeté des objets sur le plateau. Cruise a reçu des menaces de mort. La tension était forte, mais il est resté engagé. Le film a rapporté 161 millions de dollars et a changé la façon dont les gens voyaient les vétérans du Vietnam. Cruise a ensuite créé un fonds de bourse d'une valeur de 500 000 dollars pour les vétérans handicapés. Tom Cruise n'a pas seulement fait semblant d'être un pilote de course dans Jour de tonnerre. Il l'est réellement devenu. Pendant le tournage en 1990, il s'est entraîné avec de vrais pilotes de NASCAR, a pris le volant lui-même et a couru à plus de 250 km/h. Dans une scène, il avait des cue cards scotchés sur le pare-brise pour pouvoir se souvenir de ses répliques. Et il a eu un accident de voiture à cause de ça. Il s'est efforcé d'apprendre à conduire des voitures de série de 700 chevaux sur des circuits célèbres comme Daytona et Charlotte. La même année, il a rencontré Nicole Kidman sur le plateau. Elle jouait le rôle d'un médecin dans le film. Ils sont tombés amoureux pendant le tournage et se sont mariés la veille de Noël 1990, quelques mois seulement après avoir terminé le tournage. Dans Des hommes d'honneur 2 ans plus tard, Cruise a assumé le rôle d'un avocat militaire. Chunk, 6. Cette scène de tribunal où Jack Nicholson crie « Vous ne pouvez pas supporter la vérité » n'a pas été facile à capturer. Le réalisateur l'a filmé 95 fois. Les équipes ont dû répéter les mêmes questions intenses encore et encore, comme « Avez-vous ordonné le code rouge ?» jusqu'à ce que tout semble réel. Le film a été un énorme succès, rapportant plus de 236 millions de dollars. Cette scène est devenue légendaire. Lorsque Entretien avec un vampire est sorti en 1994, les gens ont été choqués que Cruise joue Lestat. L'auteur du livre détestait l'idée au début et a même dit qu'il ne pourrait jamais être son Lestat, mais Cruise ne s'est pas retenu. Il a travaillé pendant des mois pour se déplacer comme un prédateur et a même mordu des rats vivants pendant le tournage. Ils ont également utilisé des rats mécaniques avec des tubes assez cachés pour que cela ait l'air réel. Tout le film a été tourné principalement la nuit et Cruise a porté du maquillage et des costumes lourds pendant de longues heures. Au final, l'auteur a changé d'avis et a déclaré « Cruise a donné une performance puissante et courageuse ». En 1996, Cruise a changé les films d'action à jamais avec Mission. Impossible. Il a refusé de simuler les cascades. L'une des scènes les plus folles le montrait suspendu sur le côté d'un train, filant à travers le tunnel sous la Manche à 110 km/h. Il était réellement là. Pas de doublure, pas de trucage. Il s'est également balancé à des câbles pour la célèbre scène du coffre-fort et a tout fait en une seule prise qui a duré plus de 6 minutes. Le film a coûté 80 millions de dollars, mais la majeure partie de cette somme a été consacrée aux vraies cascades, pas aux effets numériques. La même année, il a montré une facette différente dans Jerry Maguire. Il a remporté un Golden Globe du meilleur acteur au début de 1997. La célèbre phrase « Show me the money » n'était même pas dans le script de cette façon.
Cruise a eu l'idée de la crier encore et encore, et elle est devenue un slogan dans toute l'Amérique. De la fin de 1996 à la mi-1998, Cruise a passé 15 mois consécutifs à tourner Eyes Wide Shut avec le réalisateur Stanley Kubrick. Ce tournage est devenu le plus long de l'histoire du cinéma. Kubrick leur a fait filmer une simple scène 95 fois. Cruise est devenu tellement stressé qu'il a développé un ulcère, mais il n'a rien dit à personne parce qu'il ne voulait pas ralentir les choses. Le film a poussé Cruise et Nicole Kidman à bout alors qu'ils filmaient des scènes émotionnelles fortes. 6 jours seulement après la fin du tournage, Kubrick est décédé. Le film est devenu son dernier adieu au monde. En 2000, Cruise est allé encore plus loin dans Mission. Impossible 2. Chunk. 7. Il a fait de l'escalade dangereuse sur une falaise de 600 mètres de haut dans l'Utah. À un moment donné, il a sauté de 4,5 mètres sur une roche dure encore et encore, jusqu'à ce que cela paraisse parfait. Un hélicoptère s'est approché si près que les pales, en rotation, ont presque touché sa tête. L'équipe a dû interrompre le tournage à certains moments à cause des vents forts, mais Cruise a insisté pour conserver la scène. En 2001, Cruise est entré dans un monde étrange dans Vanilla Sky. C'était un remake d'un film espagnol et il a appelé le réalisateur Cameron Crowe pour lui dire de le regarder. Il a même convaincu Penelope Cruz de jouer le même rôle que dans l'original. Cruise portait des prothèses faciales pour les scènes après l'accident de voiture de son personnage. Le film a rapporté plus de 200 millions de dollars et a lentement acquis un culte, même si tout le monde ne l'a pas aimé au début. Pour le dernier Samouraï en 2003, Cruise s'est entraîné pendant près de 2 ans. Il a appris le combat à l'épée, la langue japonaise et les arts martiaux. Il a travaillé en étroite collaboration avec un maître d'armes et a fait la plupart des scènes de bataille à cheval lui-même. L'histoire a été inspirée par un véritable officier français qui a combattu avec les samouraïs dans les années 1800. Le film est devenu le 6e plus grand succès de 2003, rapportant 456 millions de dollars. Cruise a même été nominé pour un Golden Globe. Dans Collatéral, en 2004, Cruise a joué un tueur froid et calme nommé Vincent. Il avait les cheveux argentés et portait un costume gris, ne ressemblant en rien au Cruise habituel. Tout le film se déroule en une nuit alors qu'il force un chauffeur de taxi à le conduire dans Los Angeles. Cruise est devenu quelqu'un de terrifiant et sans émotion, et les gens ont été choqués de voir à quel point il avait l'air et agissait différemment. Puis est venue La guerre des mondes en 2005. Cruise a joué un père essayant de sauver ses enfants lors d'une invasion extraterrestre. Ils ont acheté un véritable Boeing 747 et l'ont transformé en épave pour l'une des scènes. Le tournage a eu lieu dans 5 États et a duré 73 jours. Spielberg a déclaré que c'était de son tournage le plus long depuis plus d'une décennie. Cruise a même demandé à Spielberg de mettre en pause un autre film afin qu'il puisse faire celui-ci en premier. Dans Tonnerre, sous les tropiques en 2008, Cruise a complètement surpris tout le monde. Personne ne savait qu'il était dedans. Il a joué un dirigeant de cinéma bruyant, chauve et corpulent et a dansé comme un maniaque. Le personnage était la propre idée de Cruise. Il a demandé des mains sans grosses et voulait danser. Chunk 8. Le studio ne l'a même pas mis dans les bandes annonces. Et quand les gens ont vu que c'était lui, ils n'arrivaient pas à y croire. Cela a montré que Cruise n'avait pas peur d'avoir l'air ridicule ou de prendre des risques. En 2011, Cruise a escaladé le Burj Khalifa dans Mission. Impossible. Protocole fantôme. Il était suspendu à plus de 600 mètres au-dessus du sol. Ils ont dû percer des trous dans le bâtiment et briser des fenêtres pour installer le matériel de sécurité. Son harnais était si serré qu'il engourdissait ses jambes. Les hélicoptères n'avaient que 30 minutes pour filmer en raison des règles de vol et ils ont utilisé des caméras IMAX spéciales. Il a refusé une doublure comme toujours. Dans Jack Reacher, en 2012, Cruise a fait toutes les scènes de poursuite en voiture à travers les vraies rues de Pittsburgh.
Il a appris un combat au corps à corps intense et s'est entraîné pendant des mois. La sortie du film a été retardée après la fusillade de Sandy Hook parce qu'il commençait par une attaque de tireurs d'élite. Mais quand il est finalement sorti, en décembre 2012, l'enquêteur militaire granuleux de Cruise semblait brut et réel. Puis est venue la cascade aérienne la plus dangereuse en 2015 pour Rogue Nation. Cruise s'est accroché à un véritable Airbus A400M lors de son décollage. Il a été frappé par des forces de 5G à 1500 mètres d'altitude. L'équipe n'avait que 48 heures pour bien faire les choses et l'avion a dû décoller 8 fois. Cruise a couru sur l'aile et s'est accroché à des panneaux conçus pour les parachutistes. Il ne portait presque aucun équipement de protection pour que cela ait l'air réel. En 2017, Cruise a filmé un crash d'avion en apesanteur pour La Momie. Il a volé dans un avion spécial qui a grimpé à 7600 mètres, puis est tombé pour créer l'apesanteur. Tout a été filmé pratiquement sans CGI. Les équipes et l'équipe ont dû effectuer plusieurs vols et à chaque fois, ils n'avaient que quelques minutes d'apesanteur pour bien faire les choses. C'était l'une des scènes les plus difficiles jamais filmées dans les airs. En 2018, lors du tournage de Mission Impossible, Fallout, Cruise s'est cassé la cheville en sautant entre des toits à Londres. Il a terminé la scène, quand même. On peut même le voir boiter. Le tournage a été interrompu pendant 6 mois pour qu'il puisse guérir, mais il est peu mille revenu et a fait encore plus de cascades. Pendant la pause, ils ont filmé des scènes où il pouvait s'asseoir et reposer sa cheville. Son dévouement a transformé une blessure réelle en une partie de l'histoire. Chunk 9. Finalement, en 2022, Top Gun Maverick est devenu le plus grand succès de la vie de Cruise. Il a piloté de vrais avions de chasse F-18 après avoir suivi une formation de pilote intense. Il a fait suivre la même chose à tous les jeunes acteurs. Ils ont utilisé des caméras IMAX personnalisées à l'intérieur des cockpits. Cruise a refusé toutes les offres de streaming pendant la pandémie parce qu'il voulait que le film sorte au cinéma. Il a été retardé de 3 ans, mais a rapporté près de 1,5 milliard de dollars et est devenu le deuxième film le plus rentable de 2022. Cela a prouvé que, même après toutes ces années, Tom Cruise était toujours prêt à faire les choses difficiles pour de vrai. Tom Cruise n'avait que 24 ans lorsqu'il a épousé Mimi Rogers en 1987. Elle était déjà actrice et scientologue. Grâce à elle, Tom a découvert la religion qui allait façonner presque tout son avenir. Au début, leur relation semblait forte, mais à huis clos, les choses ne fonctionnaient pas. Il y avait des rumeurs selon lesquelles Tom ne pouvait pas avoir d'enfant. En 1993, Mimi en a plaisanté lors d'une interview à Playboy, laissant entendre qu'il pensait devenir moine. Ce commentaire a laissé les gens dans le doute. Leur mariage s'est terminé en 1990. Mimi a déclaré plus tard que c'était parce que Tom était obsédé par le travail. Il avait une concentration en 2 mots dans la vie, la carrière d'abord. Il ne savait pas comment ralentir, et cette obsession les a brisés. Elle a également mentionné que son implication croissante dans la scientologie avait créé un mur entre eux. Juste après cela, Tom a rencontré Nicole Kidman lors du tournage de Jour de tonnerre. Ils se sont mariés en 1990. Tout le monde pensait qu'ils étaient le couple parfait, mais ils cachaient une douleur que le monde ne voyait pas. Nicole a fait sa première fausse couche à l'âge de 23 ans. La grossesse était extra-utérine, ce qui signifie que le bébé grandissait au mauvais endroit à l'intérieur d'elle. Elle a dit plus tard que le chagrin causé par cette perte était quelque chose dont personne ne parlait assez. Après cela, ils ont adopté 2 enfants, Isabella et Connor. Mais en mars 2001, juste après que Tom ait demandé le divorce, Nicole a fait une 2e fausse couche. Elle était enceinte de 3 mois. C'était un chagrin d'amour privé qui se produisait en même temps qu'une rupture publique. La perte, le divorce et le silence autour de tout cela ont rendu les choses encore plus lourdes. Chunk 10. Après la séparation, Tom a commencé à fréquenter Penelope Cruz.
Elle était sa co-star dans Vanilla Sky et est restée avec lui pendant 3 ans. Elle a même commencé à étudier la scientologie pour se rapprocher de lui, mais cela n'a pas fonctionné. Penelope suivait le bouddhisme et ne voulait pas l'abandonner. Les dirigeants de la scientologie, en particulier David Miscavige, ne l'approuvaient pas. Un ancien membre a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'aimer Tom. Vous devez aussi obéir à l'Église. Après leur rupture en 2004, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles la scientologie avait lancé des auditions pour trouver une nouvelle femme à Tom. L'Église l'a nié, mais l'idée est restée dans l'esprit des gens. Puis est venue Katie Holmes. En 2005, Tom a sauté sur le canapé d'Oprah, criant qu'il l'aimait. C'était fou, mais romantique. Ils se sont mariés dans un château italien en 2006, la même année où leur fille Suri est née. Katie disait que se marier avec Tom était un rêve devenu réalité. Elle l'appelait l'homme de ses rêves. Mais en 2012, le rêve s'est transformé en peur. Katie a demandé le divorce, demandant la garde exclusive de Suri. Tom était complètement choqué. Il ne l'avait pas vu venir. Ils ont réglé les choses rapidement, discrètement. Le but de Katie était de tenir Suri éloignée de la scientologie. C'est devenu la ligne que ni l'un ni l'autre ne pouvaient franchir. Ils ont convenu de respecter les croyances de chacun, mais les dégâts étaient déjà faits. Depuis lors, Tom n'a pas été vu avec Suri. Le dernier moment public a été à Disneyland en 2012. Elle n'avait que 6 ans. Plus d'une décennie s'est écoulée. Et en 2024, elle a obtenu son diplôme d'études secondaires, mais Tom ne s'est pas présenté. Le même jour, il a été vu en train d'assister à un concert de Taylor Swift à Londres. Les gens n'arrivaient pas à y croire. Chunk 11, Chunk 11. D'anciens scientologues ont déclaré que cela était dû à la règle de déconnexion de l'Église. Si quelqu'un quitte la religion, vous coupez les liens avec lui. Katie avait protégé Suri de l'Église et Tom a choisi ses croyances plutôt que d'être un père. Maintenant, Suri a 18 ans et peut décider par elle-même. Mais après toutes ces années, leurs liens semblent rompus. En 2005, Tom a également provoqué une tempête médiatique lorsqu'il a critiqué Brooke Shields pour avoir utilisé des antidépresseurs après avoir accouché. Il a dit qu'il n'y avait pas de déséquilibre chimique et l'a blâmé pour avoir utilisé des médicaments. Il a dit que les gens devraient simplement prendre des vitamines et faire de l'exercice. Brooke a riposté avec un article puissant dans le New York Times. Elle a dit qu'il devrait se contenter de sauver le monde des extraterrestres et laisser la santé mentale aux professionnels. Elle a clairement indiqué qu'il n'avait aucune idée de ce que l'on ressentait lors d'une dépression postpartum. Plus tard, Tom s'est excusé, mais Brooke a dit que ce n'était pas une grande excuse. C'était juste le mieux qu'il pouvait faire. Le lien profond de Tom avec la scientologie a commencé en 1986 lorsque Mimi Rogers l'a initié à cette religion. Au début, il l'a gardé secret, mais en 1990, après que la presse l'ait révélé, il a tout admis lors d'une interview avec Barbara Walters en 1992. Il a dit que l'Église l'avait aidé à surmonter la dyslexie. Au fil du temps, il est devenu l'une des plus grandes stars de la scientologie. Il s'est rapproché de David Miscavige, qui faisait partie de sa vie depuis la fin des années 1980. Mais lorsqu'on lui a dit que l'Église allait révéler des secrets sur un dirigeant extraterrestre nommé Xenu, Tom s'est brièvement retiré. Il tournait Eyes Wide Shut en 1959 lorsque Marty Rathbone a été envoyé pour le ramener dans le giron. Puis, en 2008, une vidéo a fuité en ligne où Tom parlait de la scientologie d'une manière qui a choqué même ses fans. Il a dit que les scientologues étaient les seuls à pouvoir aider lors d'un accident de voiture, qu'ils étaient les seuls vrais experts sur l'esprit. L'Église a essayé de supprimer la vidéo, mais elle s'est répandue rapidement et des millions de personnes l'ont vue. Sa façon de parler semblait intense et étrange. Beaucoup de gens ont dit qu'ils n'avaient plus l'impression que c'était le vrai Tom. En 2015, le documentaire Going Clear de HBO a rendu les choses encore plus intenses. D'anciens scientologues de haut rang se sont exprimés.
Ils ont dit que l'Église avait aidé à trouver des femmes pour que Tom sorte avec elles. L'un d'eux a dit que Nicole Kidman avait été mise sur écoute après avoir été étiquetée comme une fauteur de troubles. Chunk, 12. Un autre a décrit les actions de l'Église comme de l'esclavage blanc lorsqu'il s'agissait de trouver un partenaire à Tom. Ils ont également dit que Kidman avait tenu Tom éloigné de la scientologie pendant des années, ce qui a incité l'Église à l'espionner par l'intermédiaire de l'un de ses propres employés. Ces histoires ont brossé un tableau très sombre. En 2001, les choses sont devenues encore plus personnelles lorsqu'une star du film pour adultes masculins a affirmé avoir eu une liaison avec Tom et que cela avait causé le divorce de Tom d'avec Nicole. Tom l'a poursuivi pour 100 millions de dollars. L'homme a admis avoir menti et Tom a gagné un jugement de 10 millions de dollars. Ce n'était pas la première fois que Tom devait lutter contre de fausses rumeurs sur sa sexualité. Il avait déjà poursuivi un éditeur pour une autre histoire similaire et avait également gagné cette affaire. À peu près au même moment, un ancien dirigeant de l'Église a révélé quelque chose de troublant. De juillet à novembre 2001, les confessions privées de Tom lors de séances de d'audit ont été secrètement enregistrées sur vidéo. L'Église a affirmé que c'était pour vérifier la qualité des séances, mais chaque mot a été envoyé directement à David Miscavige. Ils ont même attendu que le divorce de Tom d'avec Nicole soit finalisé avant de s'impliquer à nouveau trop. Ce qui aurait dû être une thérapie privée a été secrètement surveillé. Cette trahison s'est ajoutée aux préoccupations croissantes quant à la façon dont l'Église traitait même ses membres les plus célèbres. Fin 2023, un autre ancien dirigeant de la scientologie, nommé Mitch Brisker, a fait les manchettes. Il a dit que Tom Cruise était la victime numéro 1 de l'Église. Il a affirmé que Miscavige contrôlait tout, même le savon utilisé sur leur bateau de croisière. Brisker a dit que Tom n'était bien pas libre. Il était complètement sous contrôle. Leah Remini, qui a quitté l'Église en 2013, a dit qu'il y avait de sévères punitions pour quiconque critiquait Tom à l'intérieur de l'Église. D'autres l'ont soutenu. Pourtant, l'Église a tout nié et a dit que ces personnes mentaient toutes. En février 2025, quelque chose d'autre a commencé à troubler les fans. Tom est apparu dans une publicité du Super Bowl et les gens ont remarqué que son visage avait l'air gonflé et étiré. Seulement 10 minutes plus tôt, une bande-annonce de Mission. Impossible le montrait avec une apparence normale. Un chirurgien plasticien a expliqué qu'il semblait que trop d'injections avaient changé la forme de son visage. Sa mâchoire, autrefois bien définie, était maintenant douce. Le médecin a dit que ce genre de gonflement et de peau étirée provient généralement d'une trop grande quantité d'injections de produits de comblement. En mai 2025, Tom a expliqué à quel point il poussait son corps pour les cascades de Mission. Chunk 13. Impossible. Il a déclaré au magazine People qu'il mangeait près d'une douzaine d'œufs chaque matin avec du bacon, des saucisses, des toasts et du café, juste pour alimenter son corps. Il a dit que voler sur le dessus d'un biplan à 141 km/h brûle beaucoup de calories. C'était 3 fois plus rapide que les premiers avions de marche sur les ailes. Il avait besoin de protéines et d'énergie, juste pour rester en vie là-haut. Oh! En juillet 2025, l'animateur britannique Jonathan Ross a dit quelque chose de brutal. Sur son podcast, il a comparé le visage de Tom à de la pâte à modeler Play-Doh. Il a dit que Tom était autrefois un homme naturellement beau, mais qu'il avait maintenant l'air faux. Il ne disait pas qu'il était laid, mais qu'il n'avait plus l'air de lui-même. Les fans étaient d'accord, et Internet s'est enflammé de réactions. Plus tard, en août de la même année, Tom s'est finalement ouvert. Lors d'une interview, il a déclaré que les cascades de Wild Plain lui avaient presque brisé le dos. Dans une scène, il a dû se suspendre à une ceinture de sécurité alors que l'avion se retournait. La pression a séparé les articulations de ses doigts. Ses mains étaient enflées. La douleur était réelle. Son réalisateur a confirmé que Tom avait beaucoup souffert. Ils ont même dû refaire des parties en Afrique à cause de la météo. Les blessures et le gonflement peuvent expliquer certains des changements dans son apparence, mais pour de nombreux fans, il était trop tard.
Son visage ne ressemblait plus au Tom dont il se souvenait.